et bienvenue. Bonjour à tous. Donc une session sur Software Craftsmanship avec un petit S au milieu. Voilà. Donc d'abord, pourquoi c'est moi qui suis là devant vous. Donc Jean-Laurent de Morlon, ça c'est moi. Je suis le directeur technique chez Xebia. Xebia, c'est une société de conseil de 60 personnes sur Paris. Ça fait 6 ans que je fais des projets agiles dans différentes sociétés. Ça fait à peu près 12 ans que je sévis dans le métier de l'informatique. Et j'ai travaillé, on va dire, à peu près 8 ans chez des éditeurs et 4-5 ans en société de service, grosso modo. D'accord, pour vous donner à peu près mon profil. Vous avez de quoi me contacter là, si besoin. J'ai 38 ans, essentiellement je suis un javaïste. Hein, je fais plutôt du développement autour de la plateforme Java. Plus récemment, j'apprends de nouveaux langages, on va en parler après tout à l'heure. Et aujourd'hui, en termes de mission, je fais essentiellement du coaching agile. Donc j'aide des structures à comprendre l'agilité et à le mettre en place. Ou bien je développe directement dans des projets en tant que développeur. Voilà. Je vais faire un shameless plug, parce que je suis directeur technique chez Xebia, mais aussi je m'occupe d'une structure qui s'appelle Serpodil, qui vend des cahiers pour les enfants. Voilà. C'est une start-up dans laquelle je travaille à mes heures perdues. Donc si vous avez envie de regarder, voilà, ça peut être intéressant. Et enfin, ce que j'avais envie de dire, c'est pourquoi j'ai envie de parler de Craftsmanship, c'est qu'avant tout, moi je suis développeur. J'ai 38 ans, alors j'ai un titre ronflant de directeur technique. Ça fait toujours classe dans les dîners mondains. Mais en fait, mon vrai job, c'est développeur. D'accord ? Ce que je fais, c'est que je fais des produits logiciels et c'est mon métier. Je design, je construis et je fabrique des produits. Pourquoi je m'intéresse au software craftsmanship? C'est parce que quand je dis que j'ai 38 ans et que je suis développeur, tout le monde me regarde et me dit « mais t'as raté ta vie ». Il y a pas mal de choses qui permettent de faire changer cette mentalité par rapport au rôle, au métier de développeur lui-même. Je pense que le software craftsmanship c'en est un et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc ça, c'est le plan. Master plan. 2 points. 1. Qu'est-ce que c'est que le software craftsmanship? D'accord? Parce que si moi quand j'ai commencé à regarder ça il y a 2 ans et demi, j'ai bien mis 6 mois, 8 mois à comprendre exactement ce dont on parlait. Hein. Donc je vais vous faire un condensé. Et après, en toute humilité, comment moi je le mets en pratique. Donc c'est pas quelque chose d'officiel, c'est pas une méthode qu'on suit, mais c'est voilà, des recettes de cuisine, des recettes de grand-mère que moi j'utilise et qui devraient vous donner un peu de motivation par rapport à ça, pour mieux comprendre les choses. Donc première partie, qu'est-ce que c'est que le software craftsmanship? D'abord, une petite question pour vous, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui bosse. Qui parmi vous court le week-end, par exemple? Qui s'entraîne à courir le week-end? Fait du running? Ok, 6, 7, 8 personnes. Qui est-ce qui fait un instrument de musique et qui s'entraîne chez lui? Un petit peu plus. Un petit peu plus. Bon, qui est-ce qui fait des katas chez lui le week-end pour apprendre à mieux programmer? Bon. Ouais, c'est quand même. Bon, d'accord. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, il y a environ, on va dire, 8-10 personnes qui font du running, un petit peu moins pour la musique, et on tombe à 3 ou 4 pour faire des exercices de code. Donc le software craftsmanship, la première fois où moi j'en ai parlé dans une structure, ils m'ont sorti ça. D'accord. Parce que j'arrivais pas à le prononcer avec le S, le machin, etc. Donc voilà, le S, il est là. D'accord, ne l'oubliez pas. C'est pas facile à dire en français. Et d'ailleurs, j'utilise ce terme-là alors que je vous parle en français et il y a peut-être une bonne raison. La bonne raison, c'est que si on traduit littéralement le craftsmanship en français, ça donne l'artisanat. Mais l'artisanat, moi, ça véhicule plutôt ça. D'accord? Et je suis pas trop d'accord avec cette idée-là. Quand je parle de craftsmanship, c'est pas vraiment ça que j'ai envie de parler. C'est plutôt de ça. J'ai plutôt envie de parler de ça. En tout cas, c'est plutôt ça auquel je pense. L'artisan, c'est peut-être, enfin, il y a quelque chose de très noble dans l'artisanat, mais il y a aussi quelque chose sur lequel, c'est un petit peu, voilà, c'est pas industriel, c'est pas forcément, c'est pas quelque chose de reproductible, c'est pas ce genre de choses. Donc, on a beaucoup réfléchi avec Xebia pour savoir comment on pourrait donner une traduction française au terme de craftsmanship. On a longtemps réfléchi à l'orfèvrerie, l'horlogerie, quelque chose de minutieux, de petit, de réglé, qui fonctionne bien, qui est parfait. Mais on est resté sur le craftsmanship parce qu'on a trouvé qu'il y avait un certain nombre de points négatifs par rapport à ça. Voilà. En tout cas, de manière générale, un problème de traduction déjà au départ.
D'accord. Et bien sûr, quand je dis craftsmanship, je parle bien sûr de software craftsmanship, et pas de craftsmanship en général, puisque voilà, ça a c'est une connotation spécifique dans notre métier, bien sûr. Un petit peu d'historique. Première fois, on a commencé à parler un petit peu d'artisanat logiciel, c'est en 99, dans un livre des Pragmatic Programmers. Je vous invite à lire, je pense que c'est assez fondamental. Puis il y a eu une petite vague de calme. Et ensuite, en 2008, un gars qui s'appelle Bob Martin, qui s'appelle Uncle Bob, qui est un des gars quand même qui avait signé le manifeste Agile au départ, a décidé qu'il fallait rajouter une 5e valeur au manifeste Agile et que ça s'appelait Craftsmanship over Craft. Donc c'est l'artisanat au-dessus de la... Vous m'avez compris la traduction. Donc c'était pas très politiquement correct. Okay, enfin, ça voulait dire quand même quelque chose. C'est bien beau de vouloir faire du logiciel, de mettre en avant les gens plutôt que la documentation, enfin tous ces éléments qui viennent du manifeste. Donc lui, il voulait rajouter cet élément-là. Il a sorti un bouquin derrière qui s'appelle Clean Code, qui vous donne tout un tas d'astuces et de pratiques pour arriver à faire du code propre. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire une session avec lui de Clean Code et effectivement, il va très 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 loin. Vous vous dites tous, ouais, Clean Code, moi, mon code, il est parfait, il est nickel, il est parfait. Regardez un petit peu, si vous avez l'occasion de regarder sur Internet des sessions de Clean Code faites par ce monsieur. Vous allez voir jusqu'où ça va. Et vous allez vous rendre compte que vous ne le faites pas. En tout cas, il y a peu de chances que vous le fassiez aujourd'hui. Derrière, il y a une conférence sur le craftsmanship qui se crée en Europe, à Londres. Et puis derrière, ils nous ont pondu un manifeste du craftsmanship. Je vais en parler juste après. C'est juste pour vous situer à peu près les choses. Ce qu'on peut voir, c'est que, bon, après, il y a un certain nombre de bouquins, une communauté à Londres et une communauté à Paris dont la première réunion est ce soir. Voilà. Donc c'est vraiment des choses qui arrivent, qui sont récentes. On voit un peu dans la timeline que c'est assez vague au départ, puis ça s'accélère sur la fin. L'idée, c'est que globalement, ce qu'on peut voir là-dessus, c'est que ça semble être quand même une attention récente à la qualité logicielle. L'histoire de craftsmanship, ça tourne autour de la qualité. Et l'idée, c'est, voilà, on commence à arriver à maturité sur un certain nombre de langages. On va plus se concentrer sur la qualité. Donc, c'est ces éléments-là. Donc, qu'est-ce que c'est que le software craftsmanship? Si vous regardez Wikipédia vous dit ça, ou peu ou prou, parce que la page française n'a pas grand-chose, mais en anglais, ça donne ça. Donc, c'est une approche du développement logiciel qui met l'accent sur les coding skills, que je n'ai pas traduit, des développeurs. D'accord? Vous avez rien compris? C'est normal. Qu'est-ce que c'est donc qu'un craftsman, un homme qui pratique son métier avec une grande habileté? Lorsque je parle de ça, les gens me disent mais comment je deviens craftsman, moi? Comment je sais que je suis craftsman? Donc j'ai l'habitude de dire qu'il y a deux façons d'être craftsman. La première, c'est que vous êtes autoproclamé craftsman. Je suis un craftsman. Voilà, ça y est, vous l'êtes. C'est une certaine valeur. Hein, ça montre que vous vous intéressez à un certain nombre de choses. Bon, mais ça reste quand même de l'autoproclamation. Et après, le top du top, enfin la vraie façon à mon sens, c'est de vous faire nommer craftsman par quelqu'un. D'accord? Et ça, c'est des choses qui peuvent arriver au fur et à mesure de votre expérience. Les gens peuvent vous dire, ah bah toi, tu es un vrai craftsman. En tout cas, ça s'entend. Il y a un point qui revient beaucoup. Il y a eu pas mal de polémiques en avril dernier autour du craftsmanship, notamment en disant le craftsmanship, c'est de l'artisanat. Les artisans, ils font aussi parfois des œuvres d'art. Et donc, c'est quand même bizarre de parler d'œuvres d'art alors qu'on est quand même, je pense, tous là, pas pour s'amuser à faire des œuvres d'art en tapant du code, mais plutôt pour fabriquer des outils et faciliter la vie des gens en les fabriquant. Et donc, il y a un point essentiel, c'est que le craftsmanship, c'est pas de l'art. D'accord ? On n'est pas là pour faire ça. On est là pour, justement, on est tous là pour produire quelque chose d'utile en dehors de son côté artistique. Donc, on met de côté le côté de la métaphore qui est un peu compliqué, qui véhicule potentiellement quelque chose qui tourne autour de là. Okay ? Donc ça, on l'évacue. C'est une des problématiques qu'il y a dans les définitions du craftsmanship, c'est que voilà, c'est comme c'est basé sur des métaphores, les métaphores, on peut leur faire dire un peu des trucs à droite, un peu des trucs à gauche. Et voilà, d'accord. Donc en tout cas, c'est pas ça. Clairement, les craftsmen, c'est pas des gars qui s'amusent à faire du code beau et qui vont passer plus de temps dans leur réalisation juste pour faire en sorte que ce soit parfait. Une autre métaphore que véhicule le craftsmanship, c'est toute la notion de guild. Ça, c'est les guild house à Anvers, en Belgique, à leur apogée. La guilde, c'était des associations de craftsmen.
Je veux dire, si vous regardez les définitions historiques en anglais de qu'est-ce que c'est qu'une guilde, il vous dit c'est la définition, c'est une association de craftsmen dans un métier particulier. Il y avait des guildes de forgerons, des guildes de tiercerants, des guildes de X, Y. Elles ont donné, les guildes, elles ont eu un effet assez fort sur notre économie. Notamment, elles ont créé les universités de Paris, d'Oxford, de Bologne, tout ça au XIIIe siècle. Mais elles se sont écroulées sous le poids de leur ingérence au XVIIIe siècle. Pour la petite histoire, il y a certaines guildes qui étaient devenues tellement puissantes qui, lorsque certaines villes cherchaient à leur dire de baisser leurs prérogatives, ils levaient une armée, ils allaient raser la ville. Tellement ils étaient en termes de puissance. Donc les guildes se sont écroulées. Il y a une autre notion qui est intéressante qui revient autour en tout cas de métaphore. C'est celle du fait que pour être membre d'une guilde, il fallait faire une œuvre d'art. Vous alliez faire une œuvre d'art et vous pouviez rentrer dans la guilde et être un vrai craftsman. Vous voyez un peu le décalage qu'il peut y avoir entre ces images et la réalité des choses. Donc voilà, moi je voulais attirer votre attention sur un certain nombre de ces points-là en disant attention, dans le software craftsmanship, ça véhicule plein d'images qui sont, voilà, qu'il faut prendre avec une certaine maturité. Je suis à l'Agile Tour. Normalement, vous connaissez tous ça par cœur. Le manifeste pour le développement agile. Okay. Donc 4 valeurs, avec des valeurs qu'on véhicule, qu'on favorise par rapport à des valeurs qu'on essaye de regarder, mais peut-être un peu moins. Et les gens qui se sont occupés du craftsmanship se sont dit ce serait bien qu'on fasse nous aussi un manifeste. D'accord. Donc voilà, ils se sont fait un autre manifeste eux-mêmes. Ils ont pris les 4 points du manifeste agile et ils les ont renforcés. Donc il ne faut pas seulement pondre du logiciel qui fonctionne, mais en plus il faut qu'il soit parfaitement fait. Il ne faut pas non plus seulement répondre aux changements, parce qu'on peut toujours changer pour faire des itérations et revenir à l'arrière, mais il faut aussi régulièrement ajouter de la valeur, etc., etc., etc. Le petit titre qui est tout en haut, c'est Raising the Bar, faire monter le niveau. D'accord ? Ça véhicule énormément de polémiques. D'accord ? Pourquoi faire un autre manifeste au-dessus du manifeste agile? Il ne suffisait pas, il n'était pas assez puissant le premier. Pourquoi cette spécialisation là-dedans? Et finalement, alors ça veut dire que le premier n'était pas assez bien écrit par rapport à celui-là? Ma vision personnelle des choses, c'est que ça, vous pouvez l'oublier. En tout cas, vous pouvez le regarder pour savoir quelle est la vocation du mouvement software craftsmanship. Mais ça peut vous donner des idées, mais restez à celui-là. Il vous donne les bases suffisantes. Et à partir de ça, vous pourrez construire des logiciels. Voilà. En bref, une définition commune dans le sens banal, des métaphores qu'on peut interpréter de façon très différente. L'art, ça peut être bien pour dire qu'on veut faire du logiciel bien fait, mais si on part pour faire de l'art et qu'on y passe son temps, c'est peut-être pas bon. Les guildes, avec le côté un petit peu ambivalent de la chose. Et un manifeste au point flou qui en fait est directement tiré du manifeste agile. Ça, c'était à peu près là où j'en étais arrivé au bout de 6-8 mois d'études. Okay. Donc ensuite, j'ai discuté sur un certain nombre de mailing lists, notamment les mailing lists du software craftsmanship. Et voilà en fait ce qui sous-tend le mouvement. Donc il y a 3 points, et je pense que si vous devez retenir quelque chose de la présentation, c'est les 3 points qui vont suivre. Le premier point, c'est que la marque Agile oublie les pratiques techniques. Aujourd'hui, moi je fais du coaching depuis 2-3 ans, coaching agile. Avant j'étais dans des équipes, je ne coachais pas mais j'apprenais l'agilité, je mettais en œuvre des projets agiles. On a toujours eu un équilibre très fort entre des pratiques techniques, savoir écrire du code, et gérer des processus. Agile en tant que marque a quasiment oublié les pratiques techniques qui sont pourtant le berceau de l'agilité et se focalise sur les business process, sur les process business. C'est-à-dire qu'au départ, il y a des gars qui ont inventé un certain nombre de pratiques techniques, faire des tests, de l'intégration continue, avoir le client sur site, discuter en permanence, avoir des boucles de feedback très courtes. Ils en ont sorti un certain nombre de valeurs qui sont les celles que vous retrouvez dans le manifeste agile. Et aujourd'hui, avec le fait que Scrum notamment est en train de devenir une méthode que quasiment presque tout le monde en tout cas envisage d'utiliser. Moi je vais dans des grandes banques travailler aujourd'hui, tout le monde me parle de ça. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Les gens se focalisent sur les process et on en oublie les pratiques techniques. Typiquement,
Moi, je vois des choses comme ça. Scrum en 2011. Donc, les gars ont des post-it. Hein. Voilà. Des fois aux fenêtres, d'ailleurs. Hein, uniquement aux fenêtres. Vous avez vu ces trucs-là. Mais en tout cas, ils ont toujours des post-it. Hein. Ça fait toujours classe de dire je fais du Scrum avec des post-it. Ils font souvent des stand-up. Donc, les stand-up, c'est des petites réunions où on se met debout le matin. Mais il y en a qui ne me font pas d'itération. Pas de rétrospective. Voilà, je vais devoir dire aux autres ce que je pense d'eux ou les erreurs qu'on a fait. Et surtout, sans pratique technique. Il y a des gens qui ne font pas de tests. J'ai vu des agilistes parler de mettre en place Scrum sans avoir à un seul moment évoqué le fait de faire des tests. Donc je vous ai mis un petit article là, de Martin Fowler qui s'appelle Flatseed Scrum. Vous pourrez le voir sur la présentation après. Vous ne pouvez pas voir le lien, mais vous pourrez le cliquer quand je vous enverrai la présentation. Voilà, qui rentre en détail sur ces points-là et qui trace un peu ces éléments. L'idée, bien sûr, c'est pas d'être contre les principes agiles. L'idée, c'est simplement de remettre la balance dans le bon sens. Fondamentalement, le mouvement software craftsmanship, parce que c'est un mouvement, d'accord, c'est pas une méthode, d'accord, c'est pas une approche, c'est pas quelque chose qui va vous dire comment vous allez devoir écrire du logiciel, c'est un mouvement, et ce mouvement, c'est un mouvement essentiellement qui va essayer de contrebalancer ça, d'accord. On pense qu'aujourd'hui, ce mouvement pense que l'agilité se focalise essentiellement sur les process, et on oublie tout ce qui tourne autour du coding, d'accord. Et l'idée, c'est pas que le coding devienne plus puissant. L'idée, c'est juste que le coding arrive à peu près, en tout cas les pratiques techniques arrivent à peu près au même niveau que les process. Si vous regardez Scrum, par exemple, si vous prenez le bouquin de Scrum, de 17 pages, là, écrit par Jeff Sutherland et Ken Schwaber, ils vont vous partir du principe que vous maîtrisez les pratiques techniques. Ils disent, OK, on part du principe que vous savez écrire du logiciel, et donc on va se focaliser sur le process business. Donc si vous prenez ça au pied de la lettre, et que vous oubliez le fait qu'effectivement vous étiez censé savoir faire du logiciel au départ, ben vous vous retrouvez qu'à faire des process. Et un logiciel qui ne marche pas avec un cycle en V, parce que vous avez des développeurs qui n'ont pas de pratique technique correcte, ben si vous allez passer à l'agilité, ça va vous faire la même chose. Hein. Vous n'allez pas y arriver plus. Peut-être que vous allez avoir un certain nombre de choses qui vont vous être révélées. Donc je ne vous dis pas ne passez pas à l'agilité si vos développeurs ne sont pas à jour. Ce que je vous dis, c'est voilà, gardez à l'attention le fait qu'il y a des process et des pratiques techniques et que les deux vont ensemble. C'était le premier point qui est relevé par les gens qui parlent de software craftsmanship. Le deuxième point, c'est qu'ils aimeraient bien qu'il y ait le même respect pour un ingénieur logiciel que pour un ingénieur de structure. Un ingénieur de structure, je parle à un gars qui fait des ponts ou des maisons. Si vous allez voir un gars qui fait un pont notamment, et que vous lui dites bah non, tu vas aller un peu plus vite là, tu vas m'enlever 3 câbles parce que comme ça, tu n'auras pas besoin de les amener, et puis on va aller plus vite. Il va vous dire non, mais sûrement pas. Par contre, combien de fois vous avez été en tant qu'ingénieur, le gars est venu vous voir en disant bon, ben on finit vendredi, hein. Allez, on met en prod. Et voilà. Donc ce point-là, il est très controversé. Hein. C'est un point sur lequel, même dans le mouvement software craftsmanship, les gens discutent encore beaucoup pour savoir si effectivement ça fait partie des points importants ou pas. En tout cas, il y a une grosse partie des gens qui le pensent, moi le premier, donc c'est pour ça que je vous en parlais aujourd'hui. Si vous voulez creuser le point, il y a donc le bouquin de Bob Martin qui vient de sortir, qui s'appelle Clean Coders, qui vous donne un certain nombre de points là-dessus. C'est l'histoire d'un ingénieur de développement et il vous donne des astuces ou en tout cas des approches pour répondre à ça. Notamment le fait de savoir dire non. Quand quelqu'un vient vous voir et que vous dit bah, c'est bon, tu vas livrer vendredi, tu vous dis bah non, je livre pas vendredi parce que sinon je mets en péril le projet, ma réputation, mes éléments. Alors il y a beaucoup de gens quand je présente ça qui me disent mais attends, t'es gentil, mais dans Scrum, on est censé pouvoir se dire les choses, et donc il y a pas de ça devrait pas arriver quoi. Bon, toujours est-il que même sur des projets Scrum, il y a quand même des fois des pressions qui se mettent en place. Ne serait-ce que des fois, si vous avez déjà l'habitude de faire du Scrum, en général, les fins de sprint sont un peu plus musclées que les débuts de sprint. Je ne sais pas pour ceux qui en ont fait. Moi, j'ai souvent vécu ça. Et il n'y a pas vraiment de raison à ça. D'accord ? Si on ne peut pas faire ce à quoi on s'est engagé, ben, on calcule et puis on voit ça pour le sprint d'après. On s'adapte. En tout cas, Scrum est fait pour ça. Le troisième point, je passe vite fait sur celui-là parce qu'il n'est pas particulièrement majeur. Le dernier point, c'est un point important, c'est tout ce qui tourne autour de l'apprentissage. Si on dit qu'on veut avoir des développeurs qui ont des meilleures pratiques techniques, si on dit qu'on veut avoir des développeurs qui sont meilleurs, il
ben, il faut leur apprendre. Et là, on est au bon endroit pour en parler dans une école d'ingénieurs. Donc l'apprentissage, vous savez tout ce que c'est. Hein. Ça, par exemple, la conduite accompagnée. Vous avez des cours théoriques et après, vous pratiquez avec un mentor. D'accord ? Vous avez un parent à côté de vous qui vous aide et qui vous donne des trucs et astuces. Mais le point que j'aime mieux, c'est cette image-là. D'accord ? Ça, c'est dans $1 Million Baby, avec Hilary Swank qui apprend auprès de Clint Eastwood à faire de la boxe. Et ce qui est intéressant dans cette image, c'est que lui, c'est pas un manager. Lui, c'est pas un gars qui vient de je ne sais où. C'est un ancien boxeur. D'accord ? Il lui donne ses trucs, il lui donne ses astuces. Elle apprend énormément du maître. D'accord ? Le maître va lui véhiculer un certain nombre de choses. Mais le maître va apprendre aussi énormément de son élève. Ne serait-ce que ce que je suis en train de faire là, c'est de vous retransmettre ce que moi j'ai travaillé. Et ben, en le faisant, j'apprends à plus approfondir les choses, à savoir mieux les dire. Et donc voilà, je transmets aussi et j'apprends aussi de cette transmission. D'accord ? Donc quand vous faites du développement, par exemple, c'est de mixer des seniors avec des juniors. Et notamment, essayez quand vous êtes développeur, de vous trouver un mentor. Un gars que vous trouvez qui carbure. Essayez de suivre ses écrits, de voir ce qu'il fait et de le suivre. Moi, j'en ai eu plusieurs. J'en ai suivi quelques-uns. Des gens avec qui je travaille ou j'essaie de travailler pour essayer d'apprendre. L'idée là-dessus, et c'est un des points essentiels aussi du mouvement, c'est que c'est tout ce qui tourne autour de l'entraînement. Donc l'apprentissage, c'en est une forme. Mais pour l'entraînement est essentiel. Je vous ai dit tout à l'heure, qui est-ce qui court, qui est-ce qui fait des katas. Vous êtes quand même plus à courir qu'à faire des katas. Alors, si vous êtes là, probablement que vous êtes aussi dans l'industrie du logiciel. Donc un point que j'aime beaucoup, c'est la notion des 10 000 heures. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, mais je vous présente le sujet. Donc dans le cadre de la musique, on va prendre 3 populations. Professeur de musique, donc un gars quand même qui sait de quoi il parle, hein, professeur de musique. Le musicien professionnel, donc un gars qui en vit. Il vit de sa musique. Et un musicien d'élite. Le musicien d'élite, c'est celui qui passe chez Deutsche Grammophon et ces trucs-là. D'accord ? Le top du top. Et ça, c'est l'âge. Sur la gauche, vous avez l'âge. Et en ligne, vous avez le nombre d'heures dans lesquelles ils s'entraînent à cet âge. D'accord ? Donc, vous voyez qu'à 5 ans, ils s'entraînent tous pareil, 2 à 3 heures par semaine. À 8 ans, eux, ils sont à 2-3 heures. L'autre, il a doublé, il est à 6. À 12 ans, 4, 6, 8, 16 ans, etc. Et à 20 ans, on est à 12 heures par semaine, on est à plus de 30 heures de l'autre côté. D'accord ? La théorie des 10 000 heures, c'est de dire que si vous voulez être parfaitement fluide et être très très fort dans un domaine, il faut que vous pratiquiez environ 10 000 heures. 10 000 heures, c'est un sacré paquet de temps. D'accord ? Vous voyez ça, 30 heures par semaine à faire un instrument de musique. Je ne sais pas pour ceux qui ont fait de la musique, si vous êtes dans ces trucs-là, mais vous ne serez pas élite alors. Donc, et encore, attention, on parle de gens qui maîtrisent leur sujet, hein, d'accord ? Parce que là, c'est quelqu'un qui enseigne à d'autres, okay ? Un professeur de musique ici, 4000 heures. Tout ça pour dire que la répétition, l'entraînement, vous permet d'être extrêmement fort dans les sujets que vous voulez pratiquer. Donc là, bien sûr, mon inch, c'est pour... mon clin d'œil, c'est pour faire du code, hein, d'accord ? Un autre élément là-dessus, c'est tout ce qui tourne autour de... Si vous regardez un petit peu les âges des footballeurs, vous avez déjà regardé l'âge des footballeurs ? En tout cas, les mois de naissance des footballeurs, vous n'avez jamais regardé ça ? Si vous regardez les mois de naissance des footballeurs, vous allez vous rendre compte que 60%, 70% d'entre eux sont nés entre janvier et mars. Et si vous regardez d'autres sports, c'est un peu pareil. Hockey sur glace, c'est pareil. Je crois qu'en basket aussi, je ne suis pas sûr à vérifier. C'est un peu bizarre parce que d'année en année, chaque année, les footballeurs, vous prenez l'équipe de France, vous les regardez, ils sont tous nés à peu près une grosse majorité entre janvier et mars. Il y en a qui sont de décembre, hein, mais la plupart sont de décembre. Pourquoi ? C'est assez simple. C'est expliqué dans ce bouquin qui s'appelle Outliers, dans lequel vous avez la théorie des 10 000 heures qui est explicitée. Alors pourquoi les footballeurs sont plutôt de janvier à mars ? Moi j'ai un garçon, je l'ai emmené au foot.
Et quand je l'ai inscrit à son club de foot, on m'a dit bah, quel âge il a, enfin quelle est son année de naissance. Bah, il est 2003, donc voilà, il est parti dans l'équipe des 2003. Il a commencé à 5 ans, donc à 2003, entre ceux qui sont nés en janvier, avec un physique assez certain, et ceux qui sont nés sur la fin de l'année 2003, en décembre, le physique c'est pas le même, notamment à 5 ans. D'accord ? Donc quand ils s'entraînent au foot, ils s'entraînent tous ensemble, avec des différences physiques assez importantes. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on va faire des matchs. Et comme ils sont nombreux, ceux qu'on prend pour les matchs, c'est les bons. Et à cet âge-là, les bons, c'est ceux qui sont plus physiquement meilleurs, qui sont physiquement plus développés. Donc a priori, plutôt ceux du début de l'année. Donc une année, vous allez me dire, d'accord, tu m'as parlé des 10 000 heures il y a 5 minutes, sur une année, on ne fait pas 10 000 heures. Le problème, c'est que du coup, déjà, à la fin de cette première année, il y en a qui se sont entraînés un peu plus que d'autres. Ceux du début de l'année, comme ils ont fait des matchs, et que potentiellement ils ont fait des compétitions, et qu'ils ont été sélectionnés, ils ont fait plus d'heures que ceux qui n'ont pas été sélectionnés. Et le truc, c'est que ça arrive année après année. D'accord ? Année après année. Alors, au départ, c'est juste les différences physiques entre les enfants qui fait qu'ils sont sélectionnés. Et après, c'est les heures d'entraînement. Ceux qui se sont entraînés plus à 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, ils ont beaucoup plus d'heures d'entraînement que les autres. Et vous vous retrouvez avec des gens qui sont sélectionnés au niveau professionnel, en équipe de France ou autre, avec des différences d'âge dans lesquelles vous allez vous retrouver ça dans janvier, février, mars, avril. Vous avez plus de sportifs que dans les autres mois de l'année. Donc pour tous ceux qui ont des enfants qui sont nés en décembre et qui pensaient en faire des footballeurs, voilà, débrouillez-vous pour les mettre dans la bonne classe d'âge. Alors ça ne marche pas dans tous les sports, puisque tous les sports ne sont pas calés sur ces années-là. Et notamment, nos amis du Nord, là, Norvège ou Suède, je ne sais plus, les deux pays, interdit justement ce type de sélection basée sur les classes d'âge, donc jusqu'à 10 ou 15 ans. Je ne sais plus exactement, parce qu'ils se sont rendus compte de ces éléments-là. Bref, tout ça pour dire que dans ce bouquin, on va aussi vous expliquer pourquoi Bill Gates il a réussi, pourquoi le gars qui a inventé Unix est super fort. Moi, pendant longtemps, j'ai cru que ces gens-là avaient un truc que moi j'avais pas. D'accord ? Ils étaient nés avec la bonne étoile et donc du coup c'est pour ça qu'ils réussissent. Et ce bouquin vous explique qu'en fait non. Ils ont juste eu 10 000 heures de pratique avant les autres et donc du coup ils ont pu réussir mieux que ça. Donc si vous pensez que vous ne pouvez pas réussir et ne pas être le meilleur juste parce que vous n'êtes pas né avec la bonne étoile, et ben voilà, il suffit de vous entraîner. Donc en résumé, ce que c'est un mouvement, d'accord, hein. Je ne veux pas que vous repartiez d'ici en me disant moi je fais du craftsmanship plutôt que du scrum, hein. Ça ne veut rien dire. Vous l'avez tous compris, sinon j'ai raté mon coup. C'est de l'agilité, d'accord, donc du scrum, du kanban, du XP, ce que vous voulez, c'est de l'agilité avec des pratiques techniques. Sous-entendu, bien sûr, l'agilité vient avec des pratiques techniques, mais force est de constater qu'aujourd'hui, avec le fait que Scrum notamment s'étend partout, on oublie un peu cet élément-là. Il y a un point qui est essentiel sur le respect du rôle de l'ingénieur, hein, d'essayer de faire en sorte qu'un ingénieur logiciel, on le traite de la même façon, en tout cas il se fasse respecter de la même façon qu'un ingénieur qui construit des choses physiques. Et puis toute la notion d'apprentissage et de monitoring. N'importe quoi, de mentoring. Je suis revenu sur une mission technique. Et un point sur lequel j'insiste fortement, c'est les gens qui parlent de software craftsmanship ne sont pas en conflit avec l'agilité. D'accord ? On attire l'attention sur le fait qu'il ne faut pas oublier les pratiques techniques. J'en suis à la moitié du temps et on passe à la section 2. Donc toute la première partie c'était théorique sur qu'est-ce qu'était le mouvement et qu'est-ce que moi quand j'ai étudié un peu ces choses-là, j'ai essayé de vous le retransmettre. La deuxième c'est en pratique. Donc là le disclaimer c'est moi qui vous parle. D'accord ? Prenez pas tout ce que je vais vous dire comme argent comptant. C'est ma façon de voir les choses, c'est ma vision, c'est ce que moi j'apprécie, et ça change. D'accord ? Vous avez bien compris qu'on s'entraîne et qu'on devient meilleur tous les jours, donc si je fais le speech dans un an, peut-être que je rajouterai des trucs ou j'en aurai enlevé, je ne sais pas. Donc on va les voir, hein, je ne vais pas les passer vite fait, je vais appeler craft toutes les notions qui tournent du craftsmanship. Donc il y a un truc qui s'appelle Yagnik, les agilistes connaissent déjà, on parle de déploiement continu, solide, d'agilité bien sûr, tout ce qui tourne au développement dirigé par les tests et entraînement, puisque je viens de vous faire quasiment une demi-heure dessus. C'est parti. Donc moi, dans mes projets, qu'est-ce que j'utilise comme approche agile? D'accord? Si vous dites méthode agile, normalement, vous vous faites un peu tirer par les oreilles. Donc j'essaie de faire attention, il y a plein d'agilistes.
Essentiellement, moi j'ai eu la chance en 2003 de faire de l'XP. Je suis tombé dans un projet qui faisait de l'XP, je ne savais absolument pas ce que c'était que l'agilité, j'avais jamais vu le manifeste. Et je tombe sur des gars qui se mettent debout, qui balancent des petites stories sur le côté, qui ont fait des pieds et des mains pour que l'utilisateur soit avec eux. Et surtout, quand ils commençaient à développer, ils faisaient des trucs super bizarres. Ils écrivaient des tests avant d'écrire du code. Voilà. Tout perdu. Donc aujourd'hui, essentiellement, la plupart du temps, on utilise Scrum. Pourquoi? Parce que c'est souvent, je trouve, moi, dans les équipes que je rencontre, ce que les gens connaissent le mieux. D'accord? En termes de pratique. J'ai eu l'occasion de faire du Kanban aussi. Donc Kanban, c'est une autre approche agile, un peu plus simple encore que Scrum. En tout cas, il y a moins d'artefacts, moins de rôles. Je ne suis pas un spécialiste de Kanban, mais moi, je m'en suis servi dans 2 cas. Je m'en suis servi lorsque j'avais des projets qui étaient déjà sortis et qui nécessitaient plus de développement très actif, dans lequel j'avais une grosse proportion d'évolution par rapport aux bugs. J'avais plein de bugs qui arrivaient, et quand les bugs arrivaient, il fallait les régler assez rapidement. Donc j'étais plus dans le Kanban, ça va avoir plus une notion de flux. Il n'y a plus d'itération en Kanban. On est plus dans quelque chose qui file au fil de l'eau. On est plus rythmé par les itérations. Et donc je m'en sers essentiellement quand j'ai des projets qui sont dits en TMA, là, pour ceux qui pratiquent le langage des SS2I, donc des projets qui sont déjà sortis. Et l'autre cas, c'est lorsque je me suis retrouvé dans un projet dont les gens faisaient du Scrum, et j'avais 4 product owners pour une seule équipe. Et les product owners, quand ils arrivaient au sprint planning le premier jour du démarrage de sprint, ils ne s'étaient pas mis d'accord sur comment ils allaient répartir leur charge sur l'équipe de développement. Donc le sprint planning, c'était une espèce de grande bagarre entre les 4 product owners qui allaient dire « mais non, moi je veux faire ci, mais non, tu me prends tout mon temps, mais non, moi mon truc c'est plus important que le tien, etc. » Donc pour les mettre d'accord, on était passé à Kanban, donc on les forçait à faire leur réunion en avance, et puis ensuite en termes de priorité au fil de l'eau, ils géraient les priorités au jour le jour. Donc c'est pas forcément du Kanban by the book, hein. J'ai pas d'expertise sur le sujet, j'ai juste fait 2 petits projets dessus. Et donc la majorité des choses qu'on rencontre, c'est Scrum. En tout cas que moi je rencontre, c'est Scrum. Scrum avant ou Poupin, de toute façon, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez plus vu Scrum que les autres éléments. Donc voilà pour la partie agilité. Un point que j'aime beaucoup dans le mouvement Software Craftsmanship, qui justement le détache bien des pratiques agiles, c'est notamment ça, Solid. Donc Solid, c'est 5 principes. Ça mérite un cours de 2 heures dessus. Hein. Donc on va les passer super vite. Et donc l'idée de cette partie-là, j'ai oublié de vous le dire, mais l'idée de cette deuxième partie, c'est plus de vous donner des pistes pour que vous ayez envie d'explorer un certain nombre de points, plus que de vous donner un cours magistral sur ces trucs-là. Donc il y a un petit article de blog que je vous ai lié qui vous explique. Et donc Solid, alors déjà c'est un buzzword, hein, d'accord. Les gars se sont amusés, ils ont mis Solid, ça tombe un mot qui tombe bien, là, comme souvent sur les projets que vous avez pu rencontrer. Et donc il y a 5 principes, single responsibility, open close, on va les voir après. Mais c'est plus un buzzword, d'accord. Ça devrait être plus large que ça. Pourtant, c'est bien tombé que ça tombe comme ça, d'accord. Voilà. On aurait pu en mettre quelques autres, ou peut-être en enlever un. Voilà. En tout cas, c'est un bon moyen, si vous regardez votre code après cette session, allez regarder ce que ça signifie, ne serait-ce que open close des single responsibility, qui sont les 2 plus simples. Et essayez d'appliquer ça sur votre code, vous allez voir. C'est rigolo. On voit des choses marrantes. Allons-y. J'ai piqué ces slides à un gars dont j'ai mis les liens là, il les a envoyés sur la bonne licence. Donc vous connaissez le jeu de Jenga, hein, moi souvent quand je vais sur des projets qui ont déjà démarré depuis 1 an ou 2, quand j'arrive souvent c'est ça. J'ai un gros tas de briques comme ça là, je me dis hop hop hop. Donc écrire du logiciel, c'est pas une partie de Jenga. Le premier point, c'est single responsibility, d'accord. C'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut le faire. Donc par exemple, ça, si vous voulez le traduire, si vous faites de l'objet, si vous avez une classe, eh ben, elle n'a qu'une seule raison de changer. D'accord. Vous allez vous rendre compte que vos classes, la plupart du temps, elles font plusieurs choses. Essayez d'appliquer le single responsibility, ça vous fait plein de classes, mais au moins elles font chacune une chose simple. Et donc quand vous avez besoin de la changer, elle ne change que pour une seule raison. Voilà, moi j'aime bien cette image en tout cas. Open close principle, c'est un peu plus compliqué. Ça dit quoi? Ça dit qu'une opération à cœur ouvert ne nécessite pas forcément que l'on enfile un vêtement. Alors, si vous voulez toucher l'intérieur d'un truc, vous n'êtes pas obligé de modifier la couche extérieure. Donc ça, c'est purement de l'objet, hein, d'accord. Donc la phrase, c'est une classe, une méthode, un module doit pouvoir être étendu, supporter différentes implémentations,
sans pour cela devoir être modifié. Donc, quand vous étendez des classes, vous n'êtes pas obligé de modifier les classes sous-jacentes, sinon votre modèle il est un peu bizarre. Encore une fois, ça mérite d'être creusé. Okay. Le principe de substitution de Liskov. Alors ça, c'est un de ceux qui est le plus... si on doit en enlever un, c'est celui-là. Il est un peu compliqué. Donc c'est souvent au niveau des abstractions. Vous avez ça cancane comme un canard, ça ressemble à un canard, mais ça a besoin de piles. Donc vous n'avez pas le bon niveau d'abstraction. Donc ça, c'est la façon dont on met en œuvre le polymorphisme. Donc lorsqu'on traite, ce qu'on voit un arbre d'héritage qui viole le principe de Liskov, bah, vous avez un héritage un peu bizarre, un petit peu forcé là sur le côté comme ça. Donc la phrase, c'est les sous-classes doivent pouvoir être substituées à leur classe de base. Les sous-classes doivent être substituées à leur classe de base, sans altérer le comportement pour les utilisateurs. Vous pouvez pouvoir changer les choses. Je vous laisse creuser. Il n'est pas simple celui-là. Je peux me le remettre à chaque fois en tête. Le principe de ségrégation d'interface, celui-là, il est assez simple. Il faut la bonne granularité d'interface. En gros, lorsque vous allez implémenter, vos objets vont implémenter une interface, il ne faut pas qu'ils aient tout un tas de méthodes sur lesquelles ils n'ont rien à faire avec. Vous avez une interface pour chacune des fonctions de votre logiciel. Souvent, ça vous arrive, vous avez des interfaces, puis dedans, vous allez faire « Oh putain, ça, je m'en sers pas, donc je mets rien dedans, je mets rien dedans, je mets rien dedans. » Vous êtes dedans. Et le dernier point de solide, c'est dependency level. J'aime beaucoup l'image. Vous n'allez pas souder directement dans le mur, vous allez passer par une prise qui va vous inverser le sens du branchement. Okay. Est-ce que vous souderiez ça directement dans le mur? Voilà. Le principe d'inversion de dépendance, je pense qu'il est un peu plus connu. Donc, je vous laisse creuser ces éléments-là. Je pense que c'est ça qui est intéressant dans Craftmanship, c'est qu'on s'attaque à la fois sur des pratiques process, donc de l'agilité. On va regarder des pratiques de code comme ça. Et ça, vous n'allez pas le retrouver ni dans XP, ni dans rien du tout. Pourtant, aujourd'hui, je veux dire 90%, je pense, de langages que vous utilisez sont des langages à base objet. Et je pense que, enfin, moi, j'ai découvert Solid il n'y a pas très longtemps. Je connaissais certains des principes, mais pas forcément Solid, en tout cas l'ensemble de ces éléments-là. Et voilà, ça donne à réfléchir. Alors, mon préféré, c'est Yagni. Yagni, c'est un truc que je sors souvent en projet, notamment avec des gens qui sont plutôt jeunes, ou même des fois avec des architectes un peu costauds. C'est « tu n'en auras pas besoin ». Donc c'est le cas typique de ah ouais, mais attends, tu m'as demandé de faire l'implémentation pour telle personne, mais attends, autant prévoir tout de suite le truc pour après, comme ça on sera prêt. Et ben, vous pouvez être sûr que lorsque vous aurez à faire ce truc-là, et ben, vous aurez d'autres informations et que tout le temps que vous allez passer à écrire ce code-là, ben, il sera perdu pour après. Donc Yannick, on fait exactement ce qu'on nous demande et que ce qu'on nous demande. D'accord. Si ça change demain, ben, ça changera. Comme on a un tout petit bout de code, on n'aura pas de problème pour le faire changer puisque on a répondu à un besoin qui était clair. Donc ça contrebalance Solid, cet élément-là, hein, Yagni, parce que des fois, si vous suivez Solid à la lettre, single responsibility, open close, Liskov, machin, vous vous retrouvez peut-être avec 150 classes, des trucs un peu compliqués. Donc là, c'est là où Software Craftsmanship, ça vient un peu de l'expérience du développeur. Okay. Vous contrebalancez Solid ou un certain nombre d'autres pratiques avec ces éléments-là. Il faut de la mesure et de l'expérience pour arriver à gérer ça. Mais ça, c'est quelque chose que il n'y a pas un seul projet sur lequel ça n'arrive pas. Un gars qui me sort « Ah oui, mais attends, je vais préparer le truc, tu vas voir, ça va être top top, moi je suis super bien codé, tu vas voir. » Puis je repars avec une usine à gaz. Bon, bien sûr, il faut être outillé pour faire du testing, pour ça. Si vous voulez faire évoluer votre logiciel petit à petit, il faut que quand vous ayez répondu aux premières demandes, vous ayez suffisamment de batterie de test pour pouvoir faire évoluer les choses. Sinon, vous êtes un peu perdu. Ça m'amène à TDD. TDD, donc c'est un flux. On parle de flux. Alors, d'habitude, je ne mets pas ce slide, mais je me rends compte que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est que TDD. Donc, j'en parle vite fait. Donc, TDD, c'est une façon de faire de la conception. C'est pas pour écrire des tests, pour faire de la conception. D'accord ? L'idée de TDD, c'est qu'on écrit un test. On écrit ce que notre code va faire. On va écrire un test qui signifie notre intention. On va écrire ce test et on va l'exécuter. Évidemment, comme on n'a pas de code derrière, il va planter. Il va être en rouge. Quand vous faites du test unitaire, vous avez une petite barre qui vous dit c'est rouge ou c'est vert. Vert, c'est bon, rouge. Donc, vous écrivez un test qui échoue, qui révèle l'intention de ce que vous voulez faire. Et vous écrivez juste le minimum de code possible pour faire passer le test. Mais le minimum. Si c'est n'importe quoi, c'est pas grave. Le plus petit truc que vous pouvez faire pour faire marcher le test. En général, c'est là que le bas blesse. Vous commencez à faire la conception du machin, du truc pour faire... Ouais, non. Le plus petit possible. Et ensuite, une fois que le test est vert, donc on a répondu à l'utilisateur,
D'accord? Vous avez écrit un test, vous avez du code qui passe. Ensuite, vous pouvez modifier votre code. Et vous le modifiez avec le harnais de sécurité du test. C'est-à-dire que vous pouvez le modifier tant que vous voulez, du moment que le test passe. Et vous avez répondu à la demande de l'utilisateur. Maintenant, vous pouvez faire du code qui répond à vos exigences en termes de qualité. Si vous êtes à deux, il y a un petit moment où vous switchez de clavier. Si vous faites du pair programming, une notion qu'on fait souvent en agilité, hein, vous avez tous fait des projets agiles, vous avez tous fait du TDD, du pair programming, on est d'accord. Hein. Si vous travaillez à deux, vous écrivez un test qui fail, je passe le clavier à mon voisin. Donc en gros, je lui donne les specs. Lui, il va faire le code. Il va refactorer. Il va écrire un test qui fail. Il va me passer la main. Il va me repasser le clavier. On appelle ça ping-pong programming. Vous pouvez faire des sessions comme ça de 2 heures, 3 heures, où vous passez la main à deux. Vous allez hyper vite. Vous êtes à deux dessus, donc au niveau de conception, vous êtes super sharp. Et voilà. Ah, je vois que j'ai mixé mes slides, donc on va vite passer ça et revenir à ça. Ne regardez pas, voilà. Donc TDD, c'est difficile. C'est très difficile. Moi, ça fait 4 ans que j'en fais, et maintenant j'arrive à le faire systématiquement sur les projets. Enfin, je fais ça systématiquement. C'est hard, c'est vraiment difficile. Ça s'apprend, d'accord? Par contre, moi, plus jamais sans. Aujourd'hui, parce que j'ai acquis une maîtrise suffisante pour me dire que je suis suffisamment fluide. Et TDD, ça ne s'apprend pas chez les clients. D'accord? Si vous êtes super nul en TDD, parce que vous ne savez pas comment ça marche, si vous le faites chez les clients, vous allez être très mauvais au début, hein, comme toute chose qu'on démarre. Et quand vous êtes chez les clients, votre but, c'est pas d'apprendre des trucs, c'est de rendre un logiciel le plus productif, enfin le meilleur possible. Donc entraînez-vous en dehors TDD. Surtout que TDD tout seul à apprendre, c'est pas évident. Là, je vous fais référence au mentoring. Allez apprendre avec des gens qui savent faire du TDD. Ça rentre plus vite. Alors TDD, c'est assez aussi, il y a tout le temps des gens qui viennent me raconter, oui, mais alors, moi, je fais du TDD, mais là, je peux pas. Parce que de toute façon, c'est un contrôleur, c'est un machin, j'ai une usine à gaz derrière, etc. Je peux juste pas, quoi. Donc oui, il y a quelques cas dans lesquels TDD, c'est pas applicable. D'accord? Vous avez du code legacy, plein de code legacy. Bah, c'est pas évident. Hein. Vous n'avez pas de test, par exemple. Bah, c'est peut-être pas par TDD qu'il faut commencer. Peut-être commencer à faire une batterie de tests d'abord, puis ensuite passer à TDD. Je n'ai pas trop défloré le sujet. Je crois que la session d'après, c'est sur le sujet. On va rentrer en détail là-dessus. En tout cas, voilà. Sachez que c'est pas simple. Le point de TDD, c'est que ça s'apprend quand même malgré tout, qu'on y arrive. Moi, il y a plein de gens autour de moi qui en font. Quand je suis sur des missions, maintenant, j'arrive à avoir, je sais pas, on va dire 50% des gens qui sont déjà fluides sur le sujet. Mais comme toute technique, et ça, je reprends un gars qui s'appelle Steve Freeman, qui est un Anglais, qui parle beaucoup sur ces sujets-là. Il dit, pour comprendre les limites d'une technique, il faut la surutiliser et ensuite revenir en arrière. D'accord ? On a tous tendance à parler de techniques qu'on ne maîtrise pas forcément et de se dire, ouais, de toute façon, c'est bon, j'ai compris, j'ai pas besoin d'aller par la TDD, c'est trop compliqué, c'est pas pour moi, machin, etc. Non, si vous voulez être sérieux, d'accord, vous regardez en face dans la glace, vous l'utilisez à fond, d'accord. Il y a des cas où vous allez rendre compte que c'est n'importe quoi, effectivement, parce que vous l'utilisez tout le temps, et c'est là où vous allez trouver la bonne variable d'ajustement. D'accord, c'est en surutilisant, et ensuite vous allez retrouver. Et ça, c'est applicable à plein d'autres trucs, d'accord, pas que sur TDD. Je le mets sur TDD parce que souvent, j'entends des discours rigolos sur le sujet. Donc voilà. Il faut que j'accélère un petit peu. Déploiement continu. Alors, j'ai fait les slides il y a 1 an et je parlais d'intégration continue. Maintenant, pour faire hype, il faut que je parle de déploiement continu. D'accord ? Donc, moi, je suis carrément militaire là sur le sujet quand je suis sur des équipes projet. Le build, c'est 2-3 minutes. Vous n'allez pas me raconter que vous avez des tests qui prennent trop de temps, que c'est pas possible, que ça va pas compiler, qu'il faut que je récupère des trucs et tout ça. Il y a moyen de faire en sorte que le build dure 2 à 3 minutes. D'accord ? Vous vous débrouillez. Une notion, c'est les dépendances binaires. Si vous devez passer des heures à faire en sorte que vos tests unitaires, vos tests d'intégration s'exécutent plus vite, ça a un sens. D'accord ? Un build qui dure 2 à 3 minutes, ça veut dire que quand je commit, ou quand j'envoie du code à partager avec mes collègues, en 2 à 3 minutes, j'ai du feedback sur ce qui se passe. D'accord ? Si je dois attendre 20 minutes, moi, mon cerveau il est parti dans autre chose. Hein. Je suis parti sur autre chose. Déploiement de l'application complète, pourquoi pas. Hein. À chaque commit, vous déployez l'application complète. Je ne vous dis pas en prod. Hein. D'accord ? Il y a des gens qui font ça. Je n'en connais pas beaucoup. Enfin, j'en ai entendu parler de gens qui mettaient en prod directement. En fait. La vraie vérité, elle est là.
Si vous regardez des histoires, des success stories là-dessus, il y a les gens qui font GitHub, les gens qui font Flickr, des gens comme ça qui déploient en prod automatiquement, en permanence. Le stagiaire, comme l'ingénieur, le graphiste, déploie en prod systématiquement. Et il déploie en prod 24 ou 30 fois par jour. Mais ils ont fait d'autres étapes avant. Ils ont des batteries de tests gigantesques, ils ont un déploiement qui est super automatisé, hyper fluide. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Et surtout, alors ça c'est mon dada préféré, quand je démarre un projet Scrum, les gars me disent, première user story, il faut qu'on installe un serveur d'intégration continue. Donc j'ai besoin de 4 jours pour intégrer. Un serveur d'intégration continue, c'est 2 heures, pas plus. Il y a plein de systèmes sur le cloud. Maintenant, il y a CloudBees notamment qui fait des trucs assez intéressants autour de Hudson as a Service. Voilà, n'y passez pas 3 plombs, d'accord. Ce qui est intéressant, c'est de passer du temps là-dessus, faire en sorte que ça aille vite. La plateforme, normalement, vous devriez pouvoir la mettre en place rapidement. À propos de TDD et de testing, il y a c'est un plugin pour Eclipse qui s'appelle Pair Hero, un truc que j'adore, à tel point que moi je développe essentiellement avec IntelliJ, donc un autre éditeur, et que je repasse sur Eclipse juste pour utiliser ce truc-là. Ce truc-là, alors là, on est parti, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il est parti dans des jeux de rôle ou je sais pas quoi, pas du tout. L'idée, c'est que c'est un petit plugin Eclipse qui affiche ça dans un petit endroit de l'écran, quand vous programmez en paire avec quelqu'un d'autre. Chacun choisit un petit bonhomme, le vert ou le rouge. Et quand c'est vert autour de vous, c'est que c'est à vous le clavier. D'accord? Vous écrivez un test. Quand le plugin démarre, il vous chronomètre 20 minutes, 25 minutes. Vous écrivez un test qui échoue. Quand le test a échoué, il le détecte, il fait passer le petit truc de l'autre côté, et il dit c'est à vous de passer le clavier au collègue. Donc, vous passez le clavier au collègue, il écrit son test qui successe, et à chaque fois vous allez avoir des points que vous allez accumuler en fonction de la vitesse de ping-pong que vous allez faire, et surtout si vous respectez bien le flux que je vous ai montré tout à l'heure. Rouge, vert, refactor, rouge, vert. Et comme c'est timé, c'est sur 25 minutes, au bout de 25 minutes, vous vous arrêtez, vous regardez votre score. Enfin, puis après, vous pouvez comparer votre score. Alors, c'est pas un score l'un contre l'autre, qu'on se mette bien d'accord, c'est le score de l'équipe, puisque c'est un jeu de ping-pong, donc c'est pas un adversaire, c'est pas chacun des paires qui combat l'un contre l'autre, c'est le score global. Donc c'est un peu mélangé avec des techniques qui s'appellent Pomodoro, pour ceux qui connaissent Pomodoro. Pomodoro, c'est des techniques dans lesquelles vous faites des incréments de 25 minutes, puis ensuite vous faites une petite pause, puis vous recommencez. Moi, je suis pas un grand fan de Pomodoro, j'ai essayé 2-3 fois et je suis pas bien arrivé. Et ça m'a vraiment donné une notion intéressante. Je sais qu'en une après-midi, en fonction des pairs avec qui je travaille, en une après-midi, je suis capable de faire 5-6 sessions de pair programming, enfin de pair hero, ce qui revient à 5-6 sessions de 25 minutes à peu près. Et je sais si j'ai été efficace dans une journée ou pas en fonction du nombre de sessions que j'ai fait. Puis on garde aussi nos high scores pour savoir quand est-ce qu'on a été particulièrement fluide, quand est-ce qu'on n'a pas été. Si vous voulez vous entraîner à faire du TDD ou du pair programming, ne serait-ce que du pair programming, déjà ça c'est un super truc. En plus c'est un peu ludique, c'est rigolo. Voilà. Donc j'en viens à l'entraînement. L'entraînement, voilà, je vous mets trois façons de faire. Vous pouvez faire seul, des katas. Je vais vous expliquer après ce que c'est vite fait. En groupe, dans des codings de jeu. Je ne sais pas s'il y en a un à Montpellier. Et ensuite, si vous êtes tout plein, vous pouvez faire des code retreat. D'accord, je vais rentrer dans le détail de ces éléments-là. Donc le kata, qu'est-ce que c'est? Le kata, c'est un tout petit exercice, très court. Enfin, très court. Ça dépend des katas, mais enfin, en tout cas, vous pouvez commencer avec des exercices très courts. Et le kata, ça fait penser au karaté, c'est tiré de là. C'est des Français d'ailleurs qui ont trouvé le terme. Et l'idée, c'est quand vous faites des katas en karaté, c'est que vous répétez tout le temps les mêmes gestes. Je ne fais pas de karaté, je ne peux pas vous faire de démonstration. Mais vous répétez plein de fois le même geste, de telle manière à ce que ça devienne totalement automatisé. D'accord ? Mémoire des muscles, etc. Et en kata, c'est pareil. Vous allez prendre un exercice, la suite de Fibonacci par exemple, et puis vous allez essayer de le faire une première fois, puis vous allez le faire une deuxième fois, puis une troisième fois, une quatrième fois. Vous entraînez tout le temps sur le même truc, la suite de Fibonacci, ou les nombres premiers, ou la traduction des chiffres romains en chiffres arabes. Donc il y a plein de katas qui existent. Vous cherchez kata programming et vous allez trouver ça, vous en trouver plein. C'est un très bon moyen de s'entraîner. Dans le bouquin moi j'en fais, je pense, 1 ou 2 par semaine. Alors j'essaie de varier parce qu'à force c'est toujours un petit peu pénible, mais c'est quand même sympa de revenir. Je sais pas, c'est quelque chose que vous pouvez faire uniquement là. C'est-à-dire, quand vous faites un kata, vous connaissez l'exercice, le but c'est pas de réussir l'exercice. J'espère bien que vous allez réussir à faire la suite de Fibonacci si vous êtes un développeur. Sinon, changez de métier. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous faites une première approche, une première fois. Vous le faites avec des boucles, par exemple, un boucle fort. Et puis le coup d'après, vous dites, bah tiens, je vais essayer une autre approche, parce que quand je l'ai fait,
bah, je me suis rendu compte que je lui pensais à une autre idée, mais comme j'avais démarré sur celle-là, bah, je l'ai esquivé de côté. Mais du coup, on ne sait pas fondamentalement si l'autre idée n'aurait pas été meilleure. Quand vous développez chez vos clients, c'est ça qui se passe. Vous développez pour vous, pour vos clients, et tout d'un coup, vous vous dites, bon, j'ai fait cette approche-là, j'ai pas mal avancé, mais il y en a peut-être une autre. Est-ce que j'ai vraiment le temps d'investir pour le voir si ce n'est pas vraiment beaucoup plus efficace d'un point de vue code d'écrire comme ça? Bah non, vous n'allez pas le faire, vous avez avancé votre truc, vous allez au bout. D'accord? Donc ces éléments-là, que ce soit le kata, le coding dojo et le code retreat, c'est des moments où vous pouvez programmer en essayant d'autres choses que vous n'avez pas l'habitude de faire d'habitude. D'accord? Donc c'est du vrai entraînement. Donc le coding dojo, c'est à plusieurs, en général c'est des groupes de 5, 10, 15. Et alors la grosse mode maintenant, notamment grâce au software Craftsmanship, c'est la code retreat, donc je vais plutôt vous parler de code retreat. Donc ça c'est le planning typique d'une code retreat, j'en ai fait déjà 2. On en fait une autre le 3 décembre sur Paris. Donc en fait on vous donne un exercice à faire. La plupart du temps c'est le jeu de la vie. Vous avez un certain nombre de règles, vous devez implémenter. Vous avez déjà vu le jeu de la vie là, les petits éléments? Voilà. Et en fait, on va faire une première session de code, par paire, par deux, dans lequel vous allez résoudre le problème du jeu de la vie en 45 minutes. Au bout des 45 minutes, on fait une petite rétro. Et attention, on efface tout, on change de paire et on recommence. Même exercice. 6 fois de suite dans la journée. Alors vous allez me dire, 6 fois de suite, c'est bon, au bout d'un moment, je ne l'ai pas fait, sauf que l'exercice, il est calibré pour qu'en 45 minutes, ce soit un tout petit peu difficile quand même d'y arriver, d'accord? Même si vous l'avez déjà fait plusieurs fois, mais en 45 minutes, j'ai quand même du mal à le faire. Même avec un gars qui est fluide et qui maîtrise bien les techniques. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est déjà d'apprendre à pair programmer, d'accord? Vous venez à une session de code retreat, donc c'est toute la journée. En général, ça commence assez tôt, là, 10h, on a été un peu flemmard. D'habitude, il conseille de le faire le samedi et de commencer à 8h. Pour avoir que des gars qui sont vraiment motivés. Je dis des gars ou des gens de demoiselles, hein, pas de problème. Ça apprend à pairer. La première fois que vous rentrez dans une salle et vous dites, bon, les gars, ils m'ont raconté qu'il fallait que je fasse du pair programming, bon, comment je fais avec mes collègues là? Tu veux pas qu'on s'assoie à côté? D'accord? Donc il faut... ça apprend à faire ce genre de choses, hein, l'approche, comment discuter, comment changer de paire, voir les différentes personnes avec qui on peut travailler. Ça apprend aussi à des techniques de TDD, d'accord? Vous allez voir un peu comment les gens sont fluides, etc. Vous allez voir des gens qui ont des ordinateurs différents, chacun amène son laptop. Vous allez voir des éditeurs différents. Vous allez voir des raccourcis clavier que les gens vont vous apprendre, des petites techniques, des petites astuces, des petits menus que vous ne connaissiez pas. Bien sûr, vous allez apprendre tout un tas de principes. À chaque session, en fait, on vous impose des petits contraintes supplémentaires. Pas de souris, par exemple, à cette session-là. On va vous empêcher d'utiliser des types simples, par exemple, en Java. Pas de type simple, donc vous êtes obligé de faire des objets. Voilà, il y a tout un tas de petits exercices qu'on peut faire comme ça. Et surtout, si vous avez la chance d'être dans une code retreat où il y a des gens qui sont d'horizons différents, vous pouvez essayer de régler le même problème dans différents langages. Typiquement, vous avez un gars qui fait du Ruby à côté de vous ou du JavaScript, ou vous êtes un spécialiste de Java ou de C#. Bah, essayez de régler le problème dans un autre langage. Vous avez la chance d'avoir un gars à côté de vous qui maîtrise un autre langage, peut-être aussi bien que ce que vous maîtrisez un autre. Vous travaillez avec lui, alors c'est plutôt lui qui va driver du coup, mais du coup vous allez voir comment un autre langage va résoudre le même exercice. Et du coup, voilà, des constructions différentes, la façon de faire des objets, de faire des boucles, etc. J'accélère un tout petit peu, je fais de la pub pour un événement qui s'appelle le Global Day of Code Retreats. Donc c'est le 3 décembre, il y a des code retreats sur tous les fuseaux horaires. Et le gars qui a inventé ça, l'idée, c'est la sienne, hein, il est en Australie, il démarre la première code retreat, il prend un avion, il va à Hawaï, il fait la dernière. Et on fait des rétrospectives via Skype entre chacune des sessions. On organise ça chez Xebia le 3 décembre. Voilà. Je ne sais pas ce que ça va donner les rétrospectives via Skype entre les différentes sessions, mais voilà. Donc vous avez là les points sur lesquels les gens vont faire des code retreats aujourd'hui. Je vais passer rapidement. Ce soir, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a une nouvelle communauté Paris Software Craftsmanship qui se monte. Donc voilà, c'est des choses qui sont récentes. Et pour garder 5 minutes de questions, je vais accélérer. Pratiquer des nouveaux langages, moi je pense que c'est essentiel dans le craftsmanship. Moi pendant longtemps j'ai été un javaïste pur et dur, et à chaque fois qu'on me demandait de changer de langage, je trouvais toujours toutes les excuses les plus valables pour dire que mon langage était meilleur que celui avec lequel on voulait me faire travailler. Je pense notamment si vous démarrez des projets en GWT, essayez de vous poser vraiment la question pourquoi vous faites du GWT. Est-ce que c'est pas parce que vous avez un peu peur de JavaScript? D'accord.
Si c'est pas ça, tant mieux, hein, mais sinon, voilà. Il y a un super bouquin qui s'appelle 7 Languages in 7 Weeks. C'est un petit peu ardu, hein, quand même. Du Haskell, du Yo, du JavaScript, je crois, je sais plus les autres. Un certain nombre de langages. Voilà. À feuilleter, ça peut être une piste pour vous pour étendre. Donc, et à l'horizon, ce sur quoi je travaille en ce moment, essentiellement DDD, Domain Driven Design. Les gens appellent ça maintenant la vraie façon de faire des objets, d'accord, de faire de la programmation objet, pardon. Donc il y a un bouquin d'Eric Evans qui s'appelle Domain Driven Design, je pense que c'est quelque chose. C'est très ardu, le bouquin est vraiment, vraiment, vraiment âpre. Donc, enfin bon, c'est des choses intéressantes. Clean Code, je pense qu'on peut peut toujours mieux faire. TDD, parce qu'on pratique et que voilà. Et je m'étais fixé comme objectif un langage par an, alors pas maîtriser autant que Java, hein, mais au moins de découvrir de nouvelles choses. Aujourd'hui, par exemple, quand je fais des code retreat ou des katas, j'essaie de les faire en JavaScript pour essayer de m'améliorer sur le sujet. Et enfin, ma conclusion. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que raising the bar, ça peut se faire, mais ça nécessite de bosser. Parce que c'est en s'exerçant qu'on devient meilleur. Parce que c'est notre propre, vous l'avez vu avec l'histoire des 10 000 heures, c'est votre propre travail qui va vous permettre de devenir meilleur. Vous n'avez pas besoin d'attendre je ne sais trop quoi. C'est parce qu'il y a beaucoup de jeunisme dans notre métier. Il y a beaucoup de gens très très jeunes, développeurs. Je vous dis, moi j'ai 38 ans avec les temps grises, ça fait. Les gens me disent, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que développeur, au-delà de 5-6 ans, en général, les gens vont partir faire chef de projet. Souvent, ils font ça. Moi, je pense qu'il y a un avenir pour les développeurs. Je pense que justement, l'agilité recentre pas mal les choses autour du métier de développeur. Si vous regardez dans les rôles de Scrum, par exemple, ou le manager, en tout cas, dans les rôles officiels, il n'y est pas, ou en tout cas, le chef de projet non plus. Parce que écrire du code de qualité, quand même, c'est quand même vachement plus plaisant que d'écrire des trucs qui sont moins bons. Et que moi, je passe sur pas mal de code base de plein de gens et que je préférais que le code soit meilleur demain. Voilà, donc la balle est essentiellement dans votre camp, à pratiquer, à vous entraîner, à faire en sorte que le métier de développeur il devienne un métier sur lequel les gens ont plus confiance parce qu'on est meilleur et qu'on sait plus les choses. L'agilité, attention, c'est super intéressant. Je pense que c'est des pratiques sur lesquelles moi je ne pourrais pas travailler sans. Vous me mettez dans un projet cycle en V, je crois que je fais une déprime instantanée. Donc l'agilité c'est super. Attention, les process sont hyper intéressants. Humainement, c'est hyper enrichissant. Les boucles de feedback, la connaissance des gens, le fait d'annoncer aux autres qu'on a échoué sur quelque chose et que les gens viennent vous aider. Mais attention de ne pas vous focaliser que sur les process, gardez là-dessus. Et donc, raising the bar, c'est la seule chose que je retiens du manifeste du craftsmanship. Et pour finir, j'aime bien dire cette petite phrase qui fait souvent rigoler. Tolérer la médiocrité, c'est l'encourager. Donc voilà, bossez. Si vous avez des questions, je suis à vous, sinon je suis disponible tout à l'heure, comme vous voulez. Il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre dans le discours de software craftsmanship, c'est-à-dire d'une part, on dit que les développeurs ne sont pas là pour faire de l'art. Il y a une certaine dévalorisation dans ce que j'ai compris de ton discours sur le fait que sur les chefs-d'œuvre, sur tout ce qui est circonstances socio-économiques. Et à la fois, il y a une demande d'avoir autant de respect que les ingénieurs structure. Et les ingénieurs structure, ce qui est quand même extrêmement valorisant pour eux, quand il y a des ingés, genre pour HEC et tout, c'est quand ils arrivent à faire des ouvrages d'art. C'est quand même en termes de discours, ça, j'arrive pas à comprendre. Regarde comment on faisait des cathédrales il y a quelques années. Quand tu faisais des cathédrales, tu avais des enjolivements partout. La cathédrale, c'est un lieu de culte dans lequel tu vas faire rentrer les gens pour un but particulier, hein, d'accord? Un ouvrage d'art, genre de Millau, quoi. Le viaduc de Millau, ça a quand même un intérêt d'outillage quand même en premier lieu. Oui, mais ça s'appelle un ouvrage d'art. C'est pas le même art. Je vois pas où tu veux en venir là sur l'arme. Pour moi, le viaduc de Millau, il a quand même une première vocation, c'est celui de faire circuler les gens au-dessus sans descendre dans la vallée. C'est son but premier, c'est de l'outillage. Je pense que quand on fait un logiciel, c'est aussi de l'outillage. Et dans ce sens-là, voilà. Alors après, effectivement, est-ce que peut-être qu'ils ont essayé de travailler le fait que le viaduc de Millau soit plaisant juste plaisant d'un point de vue visuel, de telle manière à ce qu'il puisse s'insérer dans le paysage, de telle manière à ce que les gens puissent accepter d'avoir le viaduc là. Je pense que ça fait partie des features, quoi. Ça ne veut pas dire ouvrage artistique. Bon, c'est une feature pour le café, parce qu'il y a d'autres questions et il va nous rester 2 minutes. Vous en parlez au Avec plaisir. Ok.
Ouais, la prochaine club de foot à Montpellier, c'est où, c'est bon. Alors, On en parle au spot pastis. voilà, parfait. Moi, j'en fais sur Paris. J'avoue que je me déplace là de temps en temps. J'ai un certain attachement à Montpellier, mais voilà. Donc, pourquoi pas. Moi, j'ai juste une question. Comment, en fait, il y a 3 ou 4 ans, vous avez dit, moi, je vais regarder le craftsmanship. Qu'est-ce qui vous a dit? Pourquoi vous êtes parti là-dedans, en fait J'étais chez un éditeur et je suis passé dans une société de conseil et je me suis dit comment je peux faire en sorte que les gens qui sont dans la boîte dans laquelle je suis, ils puissent devenir meilleurs. Comment est-ce que je peux leur donner des pistes pour être meilleurs que les autres, sachant que quand j'étais chez un éditeur, j'avais cette culture-là et j'essayais de le mettre en place. Mais quand vous êtes dans une société de conseil, c'est pas forcément évident. Donc j'ai essentiellement commencé à regarder ça pour donner des pistes d'amélioration à ceux qui le souhaitaient. Quand vous êtes chez un éditeur, vous pouvez organiser entre midi et 2 des petites sessions de dojo, des petites choses comme ça. Quand vous êtes dans une boîte de conseil, vous êtes éclaté de partout, c'est moins facile. Donc voilà, c'est donner le goût aux gens ce truc-là. On est bon? Ah, une dernière? Donc le côté, l'aspect apprentissage dont tu parles, est-ce qu'on le retrouve aussi chez justement les ingénieurs structure, les ingénieurs mécaniciens C'est une excellente question dont j'ai absolument pas la réponse. Très bien. Merci.